L'Église catholique a toujours eu un rapport assez ambigu aux femmes, car si elles sont considérées comme celles par qui le mal est arrivé sur terre en provoquant la sortie du paradis, elles sont rachetées par la figure de la Sainte Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Ainsi, dès le XIIe siècle, se développe un culte marial très prisé par les populations catholiques, marquant par là fortement la dévotion jusqu'au XXe siècle. Il faut également noter que les femmes officiaient dans l'Église catholique au sein de congrégations comme les Dames de la Miséricorde installées à Roquemaure à la fin du XVIIe siècle, ou les Dames du Verbe incarné que l'on retrouve à la fin du XVIIIe siècle et chargées d'éduquer les filles des familles pauvres. Comme les hommes, et même plus souvent qu'eux, les femmes assistent aux messes et aux cérémonies dirigées par les chanoines dans l'église collégiale Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean l'Évangéliste. Dans ce sanctuaire, les hommes se disposent à la droite du maître-autel, tandis que les femmes s'assemblent de l'autre côté. Nous retrouvons là un des systèmes de valeurs binaires profondément ancrés dans les traditions culturelles, les structures linguistiques, les normes sociales et les prédispositions biologiques et psychologiques humaines. De très nombreuses langues accordent une valeur positive à la droite et une valeur négative à la gauche. En latin, la gauche se dit « sénestre » et le français en a fait le mot « sinistre ». S'il fallait une preuve étymologique, la voilà. Si toutes les femmes sont rangées à la gauche de l'autel du point de vue du prêtre regardant l'ensemble des messalisants, au sein de ce groupe, les femmes se répartissent dans la nef en fonction de leur statut social. Les pauvres femmes se retrouvant reléguées au fond de l'église, les plus misérables parmi les nécessiteux s'installant sur le banc des pauvres, qui offre un accès à la charité chrétienne distribuée à l'issue du Saint-Office. Au plus près de l'autel se pressent les femmes de l'élite, les nobles, les femmes du viguier, celles des consuls, celles des gros marchands de vin, celles des notaires et avocats. Parmi ces femmes de l'élite locale se trouve la veuve Grandjat, qui en 1719 fait un procès aux consuls qui ont déplacé leur banc dans l'église, rendant la situation de son propre banc moins prestigieuse. Voilà une femme qui ne s'en laisse pas compter et qui assume son statut aristocratique. Derrière la veuve Grandjat, dans la nef, ses congénères n'en ont pas moins leur langue dans leur poche. En 1775, les administrateurs de la ville décident de déplacer le cimetière qui se trouve au nord de l'église depuis des siècles. Voilà une perspective qui horrifie tout le monde, même le viguier et le procureur du roi qui trouvent là un moyen de mettre des bâtons dans les roues des consuls. Cela étant, l'opposition de la population est sans équivoque. Le 7 mai 1775, le procureur du roi Issanov oppose des arguments à cette translation et ajoute que « Messieurs, toute la ville est révoltée du projet. Les grands, les petits, tous murmurent. » Cela se concrétise par le refus de faire ensevelir les morts dans le nouveau cimetière, le cimetière actuel. Alors que jusque-là, l'ensevelissement dans l'église était réservé aux plus aisés, voilà que chacun veut profiter du saint lieu. Le conseil du 20 août voit Jean-Joseph Guiraudy, le maire de la ville, exposer que s'il n'y avait eu de la part de quelques esprits jaloux et turbulents des sourdes manœuvres employées à ameuter la populace à rendre dans les faits cette translation inutile et dérisoire, l'Assemblée a vu les subterfuges auxquels la populace a eu recours pour ne laisser enterrer les siens dans le nouveau cimetière. Les uns ont prêté leurs caveaux à des familles étrangères, les autres ont loué les leurs pour le modique droit de 3 livres, en sorte que l'Église est devenue tout à coup le réceptacle de tous les cadavres. Pendant ce temps, des gens et très majoritairement des femmes empêchent les enterrements dans le nouveau cimetière en s'attroupant devant les maisons des défunts pour perturber la procession, harceler les porteurs de cadavres des différentes confréries qui se font jacter de laisser les cadavres dans l'église et de ne pas les porter jusqu'au nouveau cimetière. La ville hausse le ton, interdit les attroupements et menace de faire enfermer les récalcitrants. Enfin, l'année suivante, les perturbations des enterrements provoquées par des femmes continuant, le gouverneur de la province de Languedoc finit par en faire enfermer quelques-unes dans le fort Saint-André par une ordonnance du 3 juillet 1776, enregistrée dans les registres de délibération de la ville. Nous ordonnons que les nommées Isabeau Seillet, femme de Gabriel Petit, Marguerite Vidal, femme de Jean-Clair dit Cardalin, Thérèse Duchier, femme de François Bizaudy, Anne Combe, femme de Rondonneau-Tonnelier,
et la servante du sieur Chanu avocat seront arrêtées par le premier prévôt requis et conduites dans les prisons royales de Villeneuve d'Avignon pour y être détenues. La rigueur de la prison aura raison des séditieux et l'émotion populaire refluera. 15 ans plus tard, le peuple de Roquemaure se passionnera pour la Révolution.